Comme vous savez, il y a deux conventions. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. La Cour internationale de justice a eu à se prononcer sur les sur deux cas de figure. Le premier cas de figure porte sur ce qu'on appelle l'arrêt Nottebohm. En 1957, la Cour a eu à se pencher sur la requête introductive qui a opposé le Liechtenstein au Guatemala sur le statut de la personne de M. Frédéric Nottebohm. Ce dernier est citoyen allemand au lendemain de la Deuxième Guerre, homme d'affaires, donc qui a des activités un peu partout. Voyant que l'Allemagne était dans sa phase descendante et voyant la guerre se terminer, il avait peur pour ses biens. À l'époque, l'Amérique latine était une destination de notables allemands, nazis notamment, mais aussi de richissimes hommes d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle vous les trouvez au Brésil, en Argentine, au Guatemala, au Nicaragua, et ainsi de suite. Lui, il est parti dans ce pays pour demander la nationalité. Donc, il a pris la nationalité de ce pays et au lendemain de la guerre, il était inquiété pour ses biens. Le Liechtenstein a utilisé un principe de droit international qui est celui de la protection consulaire. Il disait donc que j'invoque la protection consulaire et elle est opposable à ce pays d'Amérique latine. Ce dernier a dit non, il n'est pas opposable à moi parce que le sieur Nottebohm a pris la nationalité du Liechtenstein qui lui a été accordée dans l'espace d'une semaine. Il dit c'est une nationalité fictive. La Cour s'est penchée, puisque deux États, la Cour s'est penchée, est-ce qu'il ouvre droit à la protection consulaire ou pas? Et quelles sont les conditions de la protection consulaire par un État au regard de l'instrument juridique qui est la Convention de Vienne sur les relations consulaires? Et cet arrêt de 1957 a bien entendu été rendu, mais après il a suscité beaucoup de controverses parmi les juristes. Tout comme le deuxième cas que je vais vous citer pour les relations diplomatiques, qui également suscite beaucoup de controverses. Et c'est grâce à ces controverses que nous enrichissons le droit international, que les États contribuent à l'enrichissement du droit international, conformément à la Charte des Nations Unies qui parle de développement progressif du droit international. C'est une requête des Nations Unies aux États de contribuer à cet enrichissement. La Cour a examiné le cas et pour le résumer, elle a parlé de notion d'effectivité en droit international. Depuis cet arrêt, une norme juridique est née, elle s'appelle l'effectivité en droit international. C'est-à-dire que la Cour avait déclaré la prétention du Liechtenstein comme n'étant pas fondée parce que, comme vous le savez, en droit interne, en droit civil, le code de la nationalité, la définition du code de la nationalité, la définition de la nationalité elle-même, la définition de la citoyenneté, c'est l'adhésion d'un pays, d'un citoyen à un État. On ne peut pas venir d'Algérie et dire « moi je suis burundais ». Alors je ne parle pas le burundi, je ne connais pas les traditions du pays, et je viens du jour au lendemain, on me dit « voilà monsieur, je présente une carte d'identité comme étant burundais ». C'est faux. C'est-à-dire que la Cour a examiné sur le plan du droit en disant ce monsieur a des arrière-pensées en optant pour la nationalité du Liechtenstein. C'est-à-dire c'est une nationalité fictive. Il n'y a pas de lien de rattachement. La nationalité est un lien juridique d'abord. La nationalité est un lien juridique en ce sens qu'on est
selon les pays, soit le droit du sol, soit le droit du sang, c'est-à-dire on est né d'un père et d'une mère burundais, ou alors on est né sur le territoire du Burundi. Le code de la nationalité, donc, opte pour l'une ou l'autre, ou pour les deux. Les États-Unis optent pour les deux. C'est le lien du sang et la naissance sur le territoire des États-Unis. La France, elle vous dit, c'est le lien du sol et pas du sang. En Algérie, c'est le lien du sang. Il faut être fils d'un Algérien et descendant d'un Algérien, ou alors, pour se naturaliser, il faut au moins parler comme les Algériens, réfléchir, adhérer aux valeurs. Donc la Cour, elle s'est référée à la pratique des législations nationales des États pour en faire une norme de droit international. Et comme vous le savez, l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice définit la coutume, c'est-à-dire la pratique, comme étant la coutume comme une pratique considérée comme étant le droit. Donc la Cour a conclu que le lien juridique, le lien social, le lien sentimental d'un individu avec un État est fondamental pour l'attribution de la nationalité. Donc elle a dénié au Liechtenstein le droit d'invoquer la protection consulaire et donc, par conséquent, la nullité de l'opposabilité de cette protection vis-à-vis des tiers. Et donc le sieur Nottebohm s'est retrouvé comme étant un citoyen de l'Allemagne, là où il est né, la langue qu'il parle, les valeurs qu'il partage, et il ne peut... Donc, mais pourquoi? Parce que le principe de l'effectivité, c'est ça, c'est avoir une nationalité effective, c'est disposer, au-delà de l'aspect matériel, de l'élément psychologique. Est-ce que je me sens dans mon cœur et dans ma tête burundais ou pas? Et pourquoi je me sentirais burundais et pas norvégien? Eh bien parce que je suis né ici, parce que mes parents sont nés ici, parce que mes références sont ici, mes repères sont dans ce pays. Vous voyez, chez nous, au Maghreb, un jour, on a posé la question au président Bourguiba, le président de la Tunisie, sur le Maghreb. Il était en désaccord avec Kadhafi. Et pour dire que Kadhafi ne fait pas partie du Maghreb, parce que le Maghreb, pour lui, c'est l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il leur a dit le Maghreb s'arrête là où s'arrête le couscous. C'est les trois pays qui mangent le couscous, c'est le plat national. Manière de dire qu'en Libye, ce n'est pas le plat national, donc il n'est pas maghrébin. C'est vous dire que, au-delà de l'anecdote, c'est la notion de rattachement. C'est l'effectivité en droit international. Le deuxième élément que je souhaitais vous entretenir porte sur la mise en œuvre. Avant d'aller au deuxième, la contestation de certains juristes sur la notion d'effectivité et avec l'évolution des relations internationales, les réserves faites par certains juristes, par la doctrine, par une partie de la doctrine, est fondée. Parce que, vous savez, à l'époque, la migration des Allemands vers l'Amérique latine répondait au souci de s'extraire de la justice et du souci de protéger leurs biens et leur argent. Mais, de nos jours, les choses ont évolué. Il y a des Burundais qui vivent en Europe et qui sont nés en Europe et qui parlent la langue du pays et qui se sentent belges et burundais en même temps. Donc de nationalité. Si vous dites vous êtes qui, vous dites oui, moi je suis fier du pays de mes parents. Mais je suis aussi fier du pays où je suis né, où je suis parti à l'école. Donc la notion d'effectivité, avec un grand point d'interrogation. Ce qu'on considérait comme définitif il y a 50 ans, 60 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous voyez, aux États-Unis, la vice-présidente n'est pas américaine. Elle est née aux États-Unis.
J'ai rencontré dans une conférence un Somalien qui était conseiller de président Obama. Il me disait qu'aux États-Unis, on peut tout être en tant qu'étranger, sauf président des États-Unis. Donc on peut être président, on peut être ministre, on peut être secrétaire d'État, on peut être tout aux États-Unis, gouverneur du pays, maire, on peut être gouverneur, on peut être maire, on peut être tout ce qu'on veut, sauf président, parce qu'il est conditionné par la naissance dans le pays. Sûrement la naissance. C'est-à-dire, vous pouvez être burundais, et vous êtes né aux États-Unis, vous pouvez être président des États-Unis. Donc la notion d'effectivité, elle est où si je suis président de ce pays? C'est-à-dire que je me reconnais, il y a ce lien de rattachement. Donc l'effectivité est rattachée à l'affectivité, à l'affection, à mon identification en tant que citoyen vis-à-vis de... Donc ils ont raison. Donc c'est pour ça que je dis que le droit international évolue. Et du coup, la Cour internationale de justice qui a classé l'effectivité au rang de norme de droit international, maintenant elle est d'application limitée. Dans quelle mesure on peut parler d'effectivité, sachant que je peux avoir deux nationalités et être un pont, au contraire, c'est considéré comme positif. Hein? Quelqu'un qui peut venir d'un pays vers un autre et vous disant oui, j'appartiens à un pays, mais je viens pour conforter la coopération économique, culturelle entre mon pays d'adoption, de naissance, et mon pays d'origine, c'est-à-dire celui de mes parents. Donc ceux qui sont intéressés par cet aspect verront qu'il existe différents ouvrages, différents articles au niveau d'Internet, sur le PDF, vous pouvez les télécharger et les lire à votre guise. Le deuxième élément que je souhaite savoir, c'est la saisine de la Cour internationale de justice, s'agissant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et là aussi, il s'agit d'une protection, mais d'une protection différente. Autant la première, c'est la protection d'un citoyen, autant la deuxième, c'est la protection d'un plénipotentiaire. Le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Yerodia, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Belgique. On lui reproche des violations graves des droits de l'homme. Vous savez, le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire sont considérés comme des instruments de jus cogens, c'est-à-dire contenant des normes impératives. Personne ne peut se soustraire à la violation des normes du droit international. C'est qualifié de crimes. Donc vous avez les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, mais aussi les violations massives des droits de l'homme. Ils sont donc considérés comme des crimes impardonnables et font que l'impunité est exclue de la même manière que l'imprescriptibilité. C'est des crimes imprescriptibles. Ce n'est pas comme en droit civil, en droit pénal plutôt. Si vous avez commis un crime il y a 10 ans, 15 ans, selon les dispositions du code pénal, si vous suivez tous aujourd'hui ce qu'on appelle le harcèlement sexuel ou les violences faites aux femmes, les violences sexuelles devant des juridictions, on vous dit oui, l'affaire elle s'est passée il y a 10 ans. Donc les faits sont prescrits. Donc l'auteur présumé de ces viols n'est pas poursuivi par la justice. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, les crimes de droit international de manière générale, sont imprescriptibles. Si vous les avez commis il y a 60 ans, vous êtes poursuivi aujourd'hui pour vous qu'on apporte la preuve. Parce qu'il y a une relation de causalité entre l'acte et l'auteur de l'acte. Donc M. Yerodia a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice belge. La RDC a contesté. Elle a considéré que M. Yerodia, en tant que ministre des Affaires étrangères, est couvert par l'immunité de juridiction, l'immunité diplomatique, et donc la Belgique a outrepassé ses droits et a violé les droits de la RDC. La Belgique a récusé l'argument de la RDC et l'affaire a été portée devant la Cour internationale de justice. La Cour de dire, est-ce qu'au moment des faits, la Belgique avait droit d'émettre ce mandat d'arrêt contre M. Yerodia, ministre des Affaires étrangères, ou pas? Et la Cour, là aussi, elle s'est pensée en 2002. La Cour a
considéré que, effectivement, la Belgique a outrepassé ses droits. Elle a violé les obligations internationales inhérentes à sa qualité d'État membre des Nations Unies, et par conséquent, elle devrait annuler l'arrêt. Et la meilleure manière donc de s'excuser auprès de M. Herodia, c'est de signifier à toutes les polices du monde que cet arrêt a été retiré. Parce que quand on émet un mandat d'arrêt international, on l'envoie à Interpol qui le met à ce qu'on appelle la fiche rouge. Ce que la Belgique n'a pas fait. Elle a fait un mandat d'arrêt international parce qu'elle a dit que la fiche rouge, là où vous passez, dans n'importe quel aéroport, on vous arrête et on vous amène devant un juge d'instruction qui va vous écouter. Ce dernier peut vous transférer, extrader vers tel ou tel pays, ou il va vous soumettre, vous serez mis en examen en attendant qu'il statue quant au fond, si oui ou non il va vous extrader. En général, les pays européens entre eux sont très solidaires et la tendance à accuser les Africains de ce crime est très basse. C'est notre débat. Donc la Cour a eu à examiner cette question sur le fond. Elle a considéré que le ministre des Affaires étrangères était couvert par l'immunité au moment de l'émission de l'arrêt du mandat d'arrêt international contre lui. Donc, il était en mission pour le compte de son pays. Or, cette procédure est de nature à limiter son action au service de son pays. Et en tant que plénipotentiaire, il a vocation à conforter les relations entre son pays et le reste du monde et à contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité internationale. La Cour n'a pas dit que M. Herodia bénéficie de l'impunité. La question était de savoir si, au moment de l'exercice de ses fonctions, ce dernier bénéficiait de l'immunité de juridiction ou pas, de l'immunité d'exécution ou pas. Donc la Cour a fait l'arrêt du 12 février 2012 est un cours de droit diplomatique en lui-même, parce que vous avez l'analyse des parties, les requêtes des parties, et vous avez aussi l'avis de la Cour et ses conclusions. Et comme vous le savez, comme tous les arrêts, il y a les opinions individuelles des juges qui sont d'accord sur le fond, mais vous savez, au niveau de l'arrêt, il y a la majorité qui vote pour que l'arrêt soit adopté et effectif. Il y a 9 juges qui sont élus pour 9 ans et réélus jusqu'à leur mort en général. Et à la fin, vous avez la majorité qui vote pour l'arrêt, et vous avez les juges, ceux qui ont voté pour l'arrêt, mais sur certains aspects, ils ne sont pas d'accord, on appelle ça les opinions individuelles. Ceux qui ont voté contre l'arrêt, et là, ils émettent des avis dissidents. Ils disent, moi je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi. Donc vous avez un cours de manière générale, l'argument de la Cour, l'argument des opinions individuelles et ceux ceux qui ne sont pas d'accord et sont dissidents. Donc, dans ce deuxième cas, la question également s'est posée de voir est-ce que le statut du ministre des Affaires étrangères au droit diplomatique est complètement différent du statut des diplomates. Parce qu'on considère que le ministre des Affaires étrangères n'est pas un diplomate, ou pas nécessairement un diplomate. Et donc, c'est un homme politique. Et à l'exception du chef de l'État, qui incarne l'autorité et dont l'immunité est absolue, le ministre des Affaires étrangères, contrairement aux diplomates, peut être inquiété parce qu'on considère que c'est un homme politique, choisi par un chef d'État pour mener une mission, et donc sa mission est limitée dans le temps, alors que le diplomate, c'est une carrière. Moi, je fais ce métier depuis 40 ans. Je ne suis pas limité dans le temps. Et c'est vous dire que l'importance de distinguer. Donc, mais la Cour a néanmoins insisté, malgré ce statut un peu spécifique du ministre des Affaires étrangères, elle lui a accordé l'immunité parce qu'elle considérait que toute procédure contraire allait mettre en échec la mission d'un ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il ne peut pas participer à telle conférence, il ne peut pas se rendre dans tel pays, il ne peut pas faire ceci. Donc c'est une entrave. La Cour a voulu préserver, mais elle ne s'est pas prononcée sur l'après.
Elle n'a pas dit qu'à la fin de sa mission, le ministre des Affaires étrangères peut être inquiété. Parce que ce n'est pas l'objet de la requête. Les deux pays se sont interrogés tout simplement, est-ce que le mandat d'arrêt est fondé en droit international? La Cour a répondu en disant non, il n'est pas fondé en droit international parce qu'au moment de l'exercice de sa fonction, le ministre bénéficiait de l'immunité de juridiction et il n'a pas à être interrompu dans l'exercice de ses fonctions au service de son pays. Là aussi, vous avez beaucoup d'interrogations. Certains vous diront que, étant donné que les crimes qui lui sont reprochés sont des crimes de droit international, il n'est pas normal qu'un État puisse être empêché de poursuivre un tel personnage pour des raisons de procédure. Mais la Cour aussi a eu comme arrière-pensée, si je puis dire, outre le fait que les normes de droit international, que les violations massives des droits de l'homme sont punies et répréhensibles, parce que c'est des actes illicites. Il y a aussi l'appréciation. Le juge international a considéré, s'agissant de la Belgique, que le juge belge a mal apprécié la situation au moment de l'émission de l'arrêt. Parce que le juge s'est considéré comme étant technicien du droit sans ouverture sur le contexte international et sur les relations internationales. Et d'ailleurs, pour la petite raison, la justice belge le juge belge avait agi en vertu de la compétence universelle. La compétence universelle, qu'est-ce que c'est? La compétence universelle, c'est que la juridiction d'un pays, elle se reconnaît compétente pour appliquer le droit international. La juridiction d'un pays, normalement, elle doit appliquer le code civil, le code pénal, le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de douane, tous les codes. Parce que les codes sont prescriptifs. Ils organisent une activité. Ou alors, l'activité sociale. Quand on dit de droit civil, le droit pénal, c'est la société, c'est l'ordre public, c'est la sécurité des citoyens, c'est la sécurité de l'activité économique et commerciale. C'est réglementer les droits et devoirs des uns et des autres, quels qu'ils soient. Donc le juge, mais lorsqu'il invoque la compétence universelle, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de crimes, de violations graves de droits humanitaires, soit le droit des droits de l'homme ou le droit international humanitaire qui est celui du droit, le crime de guerre, crime d'humanité et de crime de génocide. Donc le juge belge s'est reconnu, et pour la petite histoire, lorsqu'il s'est agi de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui devait Sharon, l'ancien Premier ministre, lorsque ce dernier était annoncé à Bruxelles, une décision rapide, le Parlement, tout ce monde dit écoutez, on oublie la compétence universelle. Nous, on ne peut pas toucher à ce monsieur, donc on ne peut pas invoquer. Vous savez, c'est vous dire un peu. Moi, je fais partie de ceux qui donnent raison à la Cour internationale de justice parce qu'on ne le dit pas dans la doctrine. Moi, je le dis. Il y avait des arrière-pensées. Parce que quand on parle de droit international, on parle de cohérence et on parle du principe de non-discrimination. Il ne peut pas y avoir un criminel de guerre ici, et lorsqu'il s'agit d'un occidental, il ne peut pas être criminel de guerre. Il est blanc comme neige. Il n'y a pas de criminel de guerre, et d'ailleurs, s'agissant de la CPI, vous avez entendu les Américains, le président a menacé, Trump a empêché les juges de se rendre aux États-Unis. Il leur a supprimé le visa, pour même ceux qui en ont visa, il a été annulé, et il les a menacés individuellement si jamais on devait toucher à un soldat américain accusé de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais là, je dis en Africain, ça ne veut pas dire qu'en Afrique on ne commet pas des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
C'est tout simplement, en tant que juriste, de nous dire où on est dans une situation de non-discrimination et l'application générale et effective d'un principe de droit, quel que soit le lieu et quelle que soit la personne, où on est dans une situation de demi-mesure en disant que l'appréciation est différenciée selon que l'on se trouve face à un ressortissant d'un tel pays, d'un tel continent, vis-à-vis d'un ressortissant autre qui n'est pas du continent africain. Mais la Cour a tenu à préciser, dans tout cet amalgame, la Cour n'a pas vocation à entrer dans ces détails. La Cour avait parlé de l'importance de maintenir la cohésion. Parce que si jamais vous émettez un mandat d'arrêt contre un plénipotentiaire en exercice, c'est-à-dire que c'est une crise ouverte entre un pays et un autre. Et imaginez le cas de la Belgique, c'est toute l'Union européenne qui est derrière. Imaginez une réaction collective des pays africains. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction collective des pays africains au niveau de l'Union africaine lorsqu'il s'est agi de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, du temps de l'ancien procureur général, je crois brésilien, il y avait, lorsqu'il s'agit d'un Africain, c'est le lendemain, il y a un communiqué. Ce qui est bien. Mais il n'y a pas de communiqué lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Il dit, même quand on lui pose la question, il faut le trouver, il fuit les journalistes, et quand on lui pose la question, il vous dira oui, oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas. Mais ceci dit, on verra. Et comment se fait-il qu'en 24 heures, pour ce qui est tel et tel pays, le communiqué du procureur est prêt et les poursuites engagées sont déjà dans le pipe, et on peut le faire. Là, c'est contraire au principe de non-discrimination, et les juristes occidentaux ne vous tiendront jamais parole, des propos pareils, en vous disant que nous, on nous traite différemment parce qu'on est considérés comme occidentaux et donc comme étant les protecteurs du droit et non pas ceux qui violent le droit. Voilà de manière générale ce que j'avais donc à apporter comme éclaircissement pour ce deuxième séance. Je vous ai dit l'intégralité de ce que j'ai dit en première et deuxième séance est disponible, donc vous pouvez la voir auprès du rectorat pour faire bon usage de ce qui a été fait. En ce qui me concerne, j'ai fait l'effort, il vous appartient aussi de faire de même.